Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va rendre hommage à Karl Moline, disparu le 12 septembre dernier, et on va parler d'une de ses créations que j'aime beaucoup, qui est malheureusement trop méconnue et qui est restée inédite en France, Route 666, écrite par Tony Bedard. Route 666, c'était une série publiée par CrossGen de 2002 à 2004, qui a duré 22 numéros, et qui s'est malheureusement interrompu brusquement quand CrossGen a dû cesser toutes ses activités. Une des particularités de CrossGen, c'était de publier des comics qui relevaient d'à peu près tous les genres. On avait de la science-fiction, de la fantasy, des histoires de pirates, d'espionnage, tous les genres à une exception près, les histoires de super-héros. CrossGen souhaitait ainsi se distinguer de ses concurrents. Route 666, c'est une série qui relève du fantastique, matinée d'un peu d'horreur, mais c'est aussi un peu plus que ça. C'est une série qui contient quelques surprises et quelques développements assez inattendus. C'est une série que j'ai lue à l'époque de sa sortie et que j'ai beaucoup aimé, et puis en apprenant la mort de Karl Moline, j'ai eu envie de la relire, et j'y ai pris le même plaisir que la première fois, il y a 20 ans. Route 666, c'est l'histoire de Cassie Starkweather, qui est une jeune femme, en apparence tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle est à la fac, elle échange ses histoires de cœur avec sa coloc Hélène. Elle fait partie de l'équipe de gymnastique, vraiment rien que de très ordinaire. Et puis, sa vie va basculer suite à un accident. Alors, pas un accident dont elle est victime, un accident dont est victime son amie Hélène, qui se retrouve coincée sous des gradins au moment où il se rétracte. Et, une ambulance a beau être sur place très vite, il est trop tard pour sauver Hélène. Et c'est là qu'il va se passer une première chose bizarre, parce que les infirmiers à bord de l'ambulance, on se rend vite compte qu'ils ont visiblement aucune intention de conduire Hélène à l'hôpital. Et dans la foulée, ils vont s'attaquer à la coach d'Hélène, qui s'inquiétait de voir l'ambulance garée dans une ruelle. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on va définitivement basculer dans le fantastique quand Cassie va recevoir la visite d'Hélène en pleine nuit, Hélène ou plutôt son fantôme. Et une Hélène qui comprend rien à ce qui lui arrive et qui va bientôt être rejointe par deux créatures spectrales qui vont l'emporter avec elle. Et au moment où ces deux créatures font irruption, la réalité semble se déchirer, et Cassie découvre derrière eux un décor désertique et une route au bord de laquelle apparaît le panneau Route 666. La rencontre va évidemment laisser Cassie particulièrement choquée, et c'est là qu'on va découvrir que c'est pas la première fois qu'elle vit une telle expérience. Quand elle était enfant, Cassie voyait déjà des fantômes. Ses parents, à l'époque, se sont pas vraiment inquiétés, en tout cas pas dans un premier temps. Ils pensaient qu'il s'agissait d'amis imaginaires, et puis ils ont commencé quand même à s'inquiéter le jour de l'enterrement du grand-père de Cassie, dont elle affirme avoir vu le fantôme. Et les visions de Cassie vont finalement s'arrêter le jour où elle va tenter de se suicider. Le fait que Cassie ait à nouveau de télévision aujourd'hui va évidemment beaucoup inquiéter ses parents, qui vont l'amener chez un médecin, le docteur Melchior, lequel va décider de la faire interner. Et c'est là que les visions vont se poursuivre, et elles vont même prendre une tournure encore plus inquiétante pour Cassie, puisque les spectres noirs vont revenir, et ils vont se mettre à la poursuivre dans les couloirs de l'institut où elle est hospitalisée. Mais Cassie va découvrir aussi à cette occasion qu'elle n'est pas totalement sans défense face à ces créatures, puisque
quand elle va rentrer en contact avec l'une d'elles, elle va percevoir des images assez horribles, et le phénomène va d'ailleurs s'avérer très douloureux pour le spectre. Et ce premier épisode va se terminer sur l'apparition d'un autre personnage, le fantôme du grand-père de Cassie. Pour un premier épisode, je trouve que ce numéro 1 de Route 666 fait vraiment très bien le boulot. Il cerne bien le personnage de Cassie et il introduit parfaitement bien les menaces auxquelles Cassie va devoir faire face. Alors, on sait encore rien du comment ni du pourquoi, mais c'est déjà largement suffisant pour accrocher le lecteur et pour lui donner envie d'aller plus loin. Et Carmeline réalise une très bonne prestation. Ses planches sont vraiment dynamiques, ses personnages sont expressifs et vivants. Et il y a aussi il y a ces spectres qui ont un côté presque cartoon, avec des formes comme ça, et des espèces de faciès grimaçants. Et puis, il y a cet univers dans lequel évolue Cassie, qui a un côté assez rétro, qui a un côté assez Amérique des années 50, mais je reviendrai là-dessus plus en détail un petit peu plus tard. L'épisode 2 reprend donc directement là où le premier s'est arrêté, et on va en apprendre un peu plus sur Cassie à travers ce que va lui révéler le fantôme de son grand-père. Cassie semble donc être la détentrice d'un pouvoir particulier, un pouvoir qui ne s'est pas encore complètement manifesté, mais qui va faire d'elle un acteur particulier et important dans la guerre qui se prépare entre ce monde et un autre monde. Son grand-père lui parle également d'une créature qu'il appelle l'adversaire, qui semble être à l'origine de tout ce dont elle a été témoin depuis la mort de son amie Hélène. Dans un second temps, Cassie va découvrir qu'il se passe des choses pas très très catholiques dans l'institut où elle se trouve, et en particulier quand un des surveillants va se transformer sous ses yeux en loup-garou. Et les choses vont aller de pire en pire quand elle va découvrir que son médecin, le docteur Melchior, est lui aussi un monstre. Et tout ça va culminer dans le 3e épisode qui va virer au massacre et qui va obliger Cassie à s'enfuir. Cassie c'est désormais une fugitive qui est recherchée pour le meurtre de 3 personnes. Et sa fuite va pas aller très loin. Elle va aller jusqu'à un diner où elle est repérée par un flic local qui s'appelle Cisco et qui va se lancer à sa poursuite avec son fils. Et tout ça va tourner à la tragédie quand les 2 voitures vont se percuter et que le fils de Cisco va mourir dans l'accident. Une mort de plus dont on va tenir Cassie pour responsable. Mais il se trouve que les autorités ne sont pas les seules à rechercher Cassie. Elle va être attrapée par de nouveaux monstres, mais cette fois sous le regard médusé de Cisco. Cassie va ensuite reprendre sa fuite dans le numéro 5. Numéro 5 qui est le premier à ne pas être dessiné par Carmeline. C'est Cliff Richards qui réalise cet épisode. En fait, Moline sera le dessinateur régulier de la série jusqu'à la fin, mais à peu près tous les 4 ou 5 épisodes, il va faire un break et il va laisser sa place à un autre. Et on va voir du beau monde défiler pour lui filer un coup de main sur la série. Dans cet épisode numéro 5, donc, Cassie rencontre un hobo qui s'appelle Berkeley et qui va l'accompagner et qui va lui donner un coup de main dans sa fuite. Berkeley, c'est un personnage plutôt mystérieux, un peu inquiétant, et dont on va découvrir assez vite qui il est réellement.
L'épisode suivant va introduire un nouveau personnage qui va jouer un rôle important dans la série. C'est Gunnar Melchior, qui est autre que le fils du docteur de Cassie, et qui est aussi un agent du NBI. Et là, vous allez me dire, oui, mais non, c'est pas le NBI, c'est le FBI. Eh ben non, je parle bien là du NBI, le National Bureau of Investigations. Parce que c'est quelque chose qu'on comprend que très progressivement, mais Route 666 ne se déroule pas dans notre monde. C'est un monde qui ressemble beaucoup. On pense d'abord que l'action se déroule aux États-Unis dans les années 50, sauf que, on n'est pas aux États-Unis. Le pays où se déroule cette histoire s'appelle en fait les États-Unis d'Empyrean. Et ce pays est en pleine guerre froide avec un autre pays, un pays communiste, qui n'est pas l'URSS, mais la Rodina. C'est quelque chose en fait qu'on découvre par petits bouts au fil des premiers épisodes, à travers un bout de dialogue ou une référence que on va même pas forcément capter immédiatement. Alors, concrètement, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact direct sur l'intrigue principale. Ça prendra son importance que dans le tout dernier arc de la série, à partir du numéro 19. Mais c'est quelque chose qui ajoute au sentiment d'étrangeté dans lequel baigne toute la série. Alors, pour en revenir à Gunnar Melchior, c'est donc un agent du NBI, qui donc est une organisation qui n'est pas dirigée par J. Edgar Hoover, mais par J. Edgar Purvis, qui est un personnage qui a quand même beaucoup de points communs avec le Hoover qu'on connaît. Et Gunnar, quant à lui, il a une très bonne raison de vouloir retrouver Cassie, puisque elle est accusée de la mort de son père, le docteur Melchior, qu'on a vu au début de la série. Progressivement, Tony Bedard va étoffer l'entourage de Cassie, principalement avec Gunnar, qui va être témoin lui aussi des phénomènes qui touchent Cassie. Et puis Cisco, le shérif qu'on a vu dans les épisodes 3 et 4, et qui va revenir à partir de l'épisode 7 qu'on voit ici, et qui va dans un premier temps nourrir des sentiments très ambivalents vis-à-vis de Cassie. Parce que, évidemment, il lui reproche la mort de son fils, mais dans le même temps, il se rend bien compte qu'elle est avant tout victime de choses qui la dépassent totalement, et il va progressivement devenir une sorte de figure paternelle pour Cassie. Le numéro 8 va offrir un excellent épisode de pur baston, avec Cassie, Cisco et Gunnar qui rejouent en gros Fort Alamo, enfermé dans une cave face à une armée de démons qu'on voit ici. Et alors, dans cet épisode, j'adore en particulier cette pleine page d'un démon qui sort des chiottes face à Gunnar, et Gunnar, en plus, le pauvre, il est germophobe. C'est vous dire s'il doit bien se sentir dans cette situation. Avec l'épisode 9, on change de décor et on va aller faire un tour au cirque. On va aller faire un tour au cirque Potterfield, qui est un cirque dont les membres ont des pratiques un petit peu étranges, puisque on les voit ici s'attaquer à une de leurs spectatrices. Et quand on découvre qu'ils ont ciblé Cassie, on peut légitimement avoir peur pour elle. Sauf que, en réalité, ils considèrent Cassie comme une alliée potentielle. Les membres du cirque savent que la société empyrienne est gangrénée par des monstres venus d'ailleurs, et ils souhaitent obtenir l'aide de Cassie pour qu'elle les aide à les chasser et à les éliminer.
Au passage, ce 10e numéro, à nouveau, on a un guest artiste qui est Greg Tocchini, dont c'est un des premiers travaux chez CrossGen, et c'est même un des premiers travaux professionnels tout court, et qui est déjà quand même sacrément bon. Alors, cette histoire ne va pas exactement bien se terminer pour Cassie, qui va rentrer chez ses parents, mais qui est devenu amnésique. Et sauf que, c'est pas ses parents qui vont l'accueillir, c'est deux démons qui se font passer pour eux. Ses parents, eux, pendant ce temps, ils sont dans les locaux du NBI, où ils sont en train de se faire interroger. Ça va donner des épisodes qui sont plutôt marrant, ça donne un genre de sitcom à base de quiproquos et de course-poursuite. Au terme de cette intrigue, dans l'épisode 14, on va en découvrir davantage sur les pouvoirs de Cassie, et qui est notamment capable d'entrer dans l'esprit des spectres qui la poursuivent, et de découvrir qui ils sont vraiment. Et c'est à cette occasion qu'on découvre que la plupart de ces spectres sont en fait des fantômes de tueurs en série. Et au bout du compte, Cassie, elle va exorciser un de ces spectres, elle va en quelque sorte le laver de ses péchés et de ses crimes, et elle va le libérer de sa condition de spectre. Pour le numéro 15, Karl Mullins cède une nouvelle fois sa place de dessinateur, et cette fois, il est remplacé par John McCrea, qui est quand même un dessinateur assez parfait pour mettre en scène des démons. C'est le cas dans cet épisode, qui introduit une nouvelle menace pour Cassie, un démon qui se fait appeler Tanner, et alors qui est visiblement en froid avec l'adversaire, celui qui dirige l'autre monde, mais qui va être obligé de reprendre du service et de se lancer à la poursuite de Cassie. Au passage, ça va quand même donner l'épisode le plus cruel de la série, avec un type, un pur redneck local, qui va être obligé de subir des atrocités dans l'espoir de sauver son gosse. Et encore une fois, John McCrea, il est parfait dans ce registre. On change une nouvelle fois de décor à partir du numéro 16, une histoire qui se passe dans une petite communauté rurale où vivent des Amish, enfin, l'équivalent dans cet univers, et des Amish qui subissent les foudres du fantôme de leur fondateur, à chaque fois qu'ils commettent un péché. Et Cassie et Cisco vont se retrouver embringués dans cette histoire, et ils vont aider à la résoudre. Le numéro 18, c'est un épisode dessiné par Jim Chung, et il va mettre en scène le premier face-à-face entre Cassie et Tanner. Ça se passe dans une petite ville portuaire, qui vient en fait de connaître un drame avec le naufrage d'un navire de touristes qui a fait une centaine de morts. Ça donne un chouette épisode qui est très bien mis en scène par Chung. Faut dire que vraiment, côté artistique, la série aura vraiment connu un sans faute de bout en bout. Et côté scénario aussi, Tony Bedard a été particulièrement inspiré sur cette série. Et la fin de cet épisode, par exemple, c'est une très très chouette trouvaille dans le genre horrifique. Et on va arriver au dernier arc de la série, qui commence au numéro 19, et qui va davantage développer le contexte politique et historique de cet univers. Alors tout commence par l'arrivée en Empyrean d'un émissaire communiste, un ambassadeur de Rodina, qui est venu faire un discours auprès des autorités. Et tout de suite, Cassie va découvrir que l'émissaire en question n'est pas humain. Et elle va faire en sorte d'utiliser ses pouvoirs pour révéler
son véritable visage à ses interlocuteurs. Et ben ça va fonctionner. Et ça va fonctionner presque trop bien. Parce que tout ça va se terminer en fusillade. Et ça va pousser la tension entre Empyrean et Rodina à un niveau jamais atteint. En 2 mots, on est au bord de la guerre totale entre les 2 pays. Cassie et Sisko vont d'ailleurs se retrouver prisonniers en Rodina et quand même pas loin d'y passer. Dans le numéro 21, on en apprend davantage sur la guerre froide qui oppose les 2 pays. Alors, comme dans notre univers, l'Empyrean, donc l'équivalent de nos États-Unis, dispose d'un arsenal nucléaire conséquent. Et du côté rhodinien, en revanche, on a fait un choix différent. On a développé une arme à base de démons ultra puissants qui seraient, si on les lâchait, capables de ravager la planète. Le problème, c'est que ces expériences ont été fatales au pays. Elles ont ouvert une brèche entre ces 2 mondes, et une brèche à travers laquelle les démons de l'adversaire se sont engouffrés, et ils ont fini par prendre le pouvoir en Rodina, en prenant la place des dirigeants en place, et en se faisant passer pour eux. Et leur plan est en cours pour faire la même chose du côté empyrien. Ce qui explique donc la présence de tous ces monstres, souvent à des postes clés de la société, que Cassie rencontre depuis le début de ses mésaventures. Et pendant que la tension monte entre les 2 nations, Cassie et Sisko découvrent un navire échoué au milieu des glaces. Et il s'agit en fait d'un navire qui servait à transporter les dissidents vers le goulag. Sauf que le navire n'a jamais atteint sa destination et que tous ses occupants sont morts. Et Cassie, elle va rencontrer leur fantôme et elle va tenter de leur apporter la paix. Et ça va s'arrêter là, en plein milieu de l'histoire. CrossGen va brutalement se déclarer en faillite et ils vont mettre un terme à toutes leurs publications. On aura juste, à la fin de ce numéro, la couverture de ce qui devait être le numéro 23 de la série, avec un hommage au Dr Folamour de Stanley Kubrick. Et depuis, donc, on n'a plus rien eu. Alors, on a eu un petit espoir aux alentours de 2012 que la série reprenne. Marvel, en fait, avait acquis les droits de l'ensemble des titres cross-gen. Et en 2011, ils avaient lancé 3 mini-séries. Il y avait Ruse, Sigil et Mystique, et qui poursuivaient en fait les intrigues lancées à l'époque de CrossGen et qui n'avaient jamais été terminées. Et Marvel prévoyait de reprendre 2 autres titres CrossGen l'année suivante. Kiss Kiss Bang Bang, qui est la série d'espionnage de Tony Bedard et Mike Perkins, et Route 666. Sauf que, c'est jamais sorti. Les résultats des ventes des précédentes minis sont avérés très décevantes, et finalement, Marvel a laissé tomber le projet. Donc, aujourd'hui, 20 ans après l'arrêt de la série, et qui plus est désormais avec la disparition de Karl Moline, ça m'étonnerait beaucoup qu'on voit Route 666 renaître un jour. Et encore une fois, c'est vraiment dommage. Bédard et Moline ont fait un super boulot de bout en bout. La série, elle était originale, elle était inventive, elle empruntait à plusieurs genres à la fois. Bédard assurant les personnages de Cassie et de Sisko vraiment attachants au fil des épisodes. Donc, franchement, j'en aurais bien repris pour quelques épisodes de plus. À la relecture, malgré la frustration due au fait que la série reste inachevée, ça reste malgré tout un vrai plaisir de lecture, ou de relecture en l'occurrence. Et donc j'avais envie d'en faire une vidéo, histoire que cette série sombre pas
totalement dans l'oubli. Des 22 épisodes, seuls les 6 premiers ont été repris en trade paperback à l'époque. Pour la suite, il faut se tourner vers les singles. Alors, c'est pas du tout une série recherchée, donc quand ça se trouve, c'est en général pour pas très cher. Donc, vraiment, si vous tombez dessus, je vous conseille d'y jeter un œil et de vous laisser tenter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram, avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.